I saw you for the first time, I was scared. Cathy Bonidan, nous vous connaissons parce qu'en 2017, vous aviez remporté le prix Poulet Malassis pour le parfum de l'Élébore. Voilà, vous étiez revenu nous voir à la médiathèque pour nous parler à nouveau de votre roman qui a eu un succès phénoménal. Il est sorti en poche depuis aux éditions du Point. C'est un roman très lumineux qu'on a beaucoup aimé au salon. Vous avez obtenu 10 prix littéraires. 11 prix littéraires. Et vous venez de publier en janvier, toujours aux éditions de La Martinière, votre deuxième roman qui s'appelle La Chambre 128. Oui. Alors, vous ne faites très peu de salons, voilà, vous venez à Alençon, on a de la chance. Je viens d'Alençon, mais sinon, oui, par celui de la ville où je suis, je n'en fais pas d'autres. Voilà, vous ne donnez quasiment pas d'interview non plus. Non. Et puis hier après-midi, mais en fin de journée, en discutant, on s'est dit que c'était dommage de ne pas faire d'interview pour ce deuxième roman, Chambre 128. Et on s'est dit, comme ça, qu'on allait se lancer. Alors je vous préviens tout de suite, et je m'excuse d'avance, non, je n'ai pas fini de lire le livre entre hier soir et ce matin. Je confesse. Voilà, donc ça fait une très bonne chose. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était une formidable idée de faire une interview alors qu'elle ne connaît pas la fin de l'histoire, alors que voilà, ça va être improvisation totale. Mais je trouve ça très sympathique. Voilà, c'est un jeu entre nous, c'est un nouveau style. Oui, voilà. On parle d'un livre qu'on ne connaît pas. Enfin, j'en ai lu quand même. Oui, quand même. Non, mais c'est bien. Donc voilà, on va partir un petit peu. Alors juste quand même, je voulais revenir. Donc, vous avez commencé votre carrière d'auteur en publiant sous un pseudonyme sur monbestseller.com, sur Internet. Là, donc, vous avez gagné un prix, et c'est comme cela que vous êtes enlevé chez La Martinière. Il y avait l'éditrice de La Martinière qui a bien aimé le premier livre et qui m'a proposé de l'éditer. Voilà. Donc une immense surprise, alors que je n'avais jamais envoyé un texte à un éditeur et que je ne pensais pas écouter un jour, que j'écrivais vraiment uniquement pour mon plaisir. Et pour ce deuxième roman, vous êtes toujours resté fidèle à Mon Bestseller, puisque vous avez publié le roman en ligne semaine après semaine, jusqu'à sa parution en janvier 2019. Presque jour après jour, c'est-à-dire qu'il y a des dates dans le roman, pour ceux qui l'ont ouvert, ce sont des lettres, et en fait les lettres ont été écrites le jour avec les dates qui sont dans le livre. C'est-à-dire que voilà, ce sont les dates d'écriture, et je l'ai publié en direct, en faisant juste attention au passage du facteur. C'est-à-dire qu'en fait, j'écrivais par exemple une lettre le lundi, je me disais, bon, dans l'histoire, elle est écrite lundi matin, la personne la met à la poste, donc le mardi, je publie sur mon best-seller. Si j'écrivais le samedi, je me disais, bon, demain, il n'y a pas de courrier, il faut que je pense à la publier lundi, après-midi, voilà. Donc tout le livre a été publié comme ça, sachant que, comme d'habitude, je ne fais pas de plan, donc quand j'ai commencé l'histoire, je ne savais pas où j'allais. Mais je savais juste que je n'aurais pas la possibilité de revenir en arrière. C'est-à-dire une fois que j'avais inventé ou rajouté un personnage, il fallait continuer avec ce que j'avais dans les mains. Donc c'était un exercice en fait, puisque bien sûr celui-là je ne pensais pas non plus qu'il serait édité un jour. C'était juste un jeu entre moi et les lecteurs de mon best-seller, du site, qui suivaient un peu l'histoire et qui attendaient. C'était très drôle puisque dans les commentaires j'avais « mais alors qu'est-ce qui va lui arriver à un tel ? Et William, il va faire quoi ?» Et voilà. Donc ça c'est très sympathique pour un auteur. Et donc voilà, je suis allée jusqu'au bout, sachant que, bon, pour la petite histoire, je ne sais pas si je dois le dire, mais bon, ce livre en fait a été écrit avec comme personnage principal un manuscrit perdu, parce qu'au moment où je l'ai écrit, l'éditrice ne me donnait plus signe de vie. Donc entre le moment où j'ai gagné le prix, où elle m'a proposé l'édition, et le moment où on a commencé à travailler, il y a eu 6 mois. Sauf que moi, comme je ne suis pas de ce milieu-là, je me suis dit, bon, au bout de 3-4 mois, je me suis dit, d'accord, elle ne te recontacte pas. Donc c'est qu'en gros, ton livre ne lui plaît plus, elle l'a relu, elle s'est dit, mais quelle bêtise j'ai fait. On ne va pas sortir ça. Et donc, voilà, dans ma tête, je me suis dit, bon, ben voilà, elle a laissé tomber. Donc en avril, j'avais pas de nouvelles depuis 4 mois, je me suis dit, bon, c'est cuit. Pour passer à autre chose, j'ai besoin de me défouler par l'écriture, et donc je vais écrire l'histoire d'un manuscrit perdu, c'est-à-dire un manuscrit jamais édité. Voilà pour la petite histoire. Et donc j'ai écrit ça pendant le laps de temps entre le moment où j'ai cru que je ne serais pas éditée et le moment où bien sûr elle m'a recontactée pendant l'été en disant mais si, j'ai été débordée, mais on travaille ensemble et on s'y met. Voilà. Et d'ailleurs pour ceux qui le liront en sachant cela,
vous verrez une petite évolution dans le parcours du manuscrit et le caractère des personnages, qui correspondent à l'évolution de mon état d'esprit vis-à-vis des éditeurs et vis-à-vis des livres édités. Voilà. Alors effectivement, c'est l'histoire d'un manuscrit perdu. Tout commence dans la chambre 128 d'un hôtel sur la côte bretonne, dans le Finistère. Une jeune femme, alors moi je l'imagine jeune, mais peut-être pas, enfin moi je dis voilà. Voilà, on le sait après, mais elle n'est pas si jeune. Agnès trouve un manuscrit dans le tiroir de la table de chevet. Et alors c'est adorable parce qu'on est vraiment dans un roman par lettres. La première lettre, elle écrit elle essaie de retrouver l'auteur, de dire voilà, vous avez oublié ce manuscrit, j'ai trouvé. Et puis c'est vraiment adorable, il y a beaucoup de tendresse parce qu'elle s'excuse de l'avoir lu. Oui, oui. Et ça commence comme ça, c'est-à-dire qu'elle... C'est une amoureuse des livres qui est partie avec son mari en week-end sur les bords de la mer d'Iroise et qui a fait l'erreur d'oublier de prendre un livre avec elle. Donc, si elle est comme moi, peut-être comme certains d'entre vous, ne pas avoir un livre le soir avant de s'endormir, c'est affreux. Ça peut gâcher le week-end. Et par chance, en ouvrant le tiroir de la table de nuit, elle trouve un manuscrit. Et elle commence et il lui plaît tout de suite, elle se plonge dedans, l'histoire lui plaît. Et au milieu du manuscrit, il n'y a pas d'auteur. C'est écrit à la main, il n'y a pas de nom d'auteur. Mais au milieu du manuscrit, elle trouve une adresse. Et elle se dit, bon, cette adresse qui est là, après tout, c'est peut-être l'auteur. Et donc, quand elle a fini de le lire, etc., elle le renvoie à cette adresse. Et elle reçoit, peu de temps après, une réponse. Et l'auteur lui dit, mais c'est incroyable, je vous remercie beaucoup. Vous avez retrouvé un manuscrit que j'ai écrit il y a 33 ans et que j'ai perdu au cours d'un vol entre Paris et Montréal, que je n'ai jamais retrouvé. Mais plus incroyable encore, mon manuscrit s'arrêtait à l'endroit où il y a mon adresse. Parce qu'il devait le faire lire à un ami qui devait après lui envoyer. Donc elle dit, mon manuscrit s'arrêtait là. Ça veut dire que quelqu'un l'a trouvé dans l'aéroport, dans l'avion, et l'a terminé. Avec une histoire qui se tient apparemment, même si on ne la connaît pas pour l'instant, l'histoire se tient. Et donc là, Anne-Lise, qui a trouvé ce manuscrit dans la chambre 128 et qui aime particulièrement les livres, se dit mais cette histoire est incroyable, j'aimerais bien savoir qui l'a laissé dans cette chambre, c'est peut-être le deuxième auteur. Et elle va remonter comme ça, et elle va rechercher à chaque fois qui a eu ce manuscrit entre les mains. Est-ce qu'à chaque fois est-ce que c'est vous qui avez écrit la fin ou pas? Et dans ce cas-là, où l'avez-vous trouvé? Et voilà, elle remonte l'histoire de ce manuscrit. Et pour la petite histoire, parce que ça, je trouve ça très sympathique, il y a une chaîne d'hôtels B&B, je crois qu'il s'appelle, qui a des hôtels dans toute l'Europe, et qui a déposé mon roman dans toutes les chambres 128 de leur chaîne d'hôtel. Et je trouve ça très sympa, dans la table de nuit de leur chambre d'hôtel. Je trouve ça, voilà, je trouve que c'est une délicate attention. Tout à fait. Alors ce qui est très prenant, c'est tout de suite, on met le doigt dans l'engrenage et puis on a envie de savoir, c'est-à-dire qu'avec toutes ces lettres, il y a une enquête qui se met en place, avec des références au polar, alors au polar au sens large, c'est-à-dire que très tôt, il y a Enid Blyton, c'est le club des 5, il y a Sherlock Holmes, c'est Hercule Poirot, et donc Alice va écrire à une amie qui va lui répondre, et tout le monde veut savoir pour retrouver qui a eu le livre entre les mains. Alors moi, ça m'a fait penser aussi au manuscrit trouvé à Saragosse de Yann Potocki, c'est-à-dire qu'on a ce manuscrit qu'on a trouvé, on ne sait pas trop qui l'a écrit, et ce livre, ce fameux manuscrit donc écrit à 4 mains, a changé à chaque fois la vie des personnes. Toutes les personnes qui ont eu le livre entre les mains et qui l'ont lu ont eu leur vie transformée. Et à chaque fois qu'on va retrouver une personne qui l'a eu, qui a rajouté finalement sa pierre à l'édifice, il y a eu un changement profond dans sa vie. Voilà. Comme d'habitude, Valérie n'a lu que 60 pages, mais elle va directement au fond des choses. Et effectivement, cette histoire, ce livre, en tout cas, c'est vrai que c'est un hommage à tous ces livres qui tombent à un moment dans nos vies où ils vont avoir une importance particulière. C'est-à-dire, ce ne sont pas forcément des grands romans, mais ils tombent au bon moment. C'est-à-dire qu'on les lit à un moment où on est particulièrement perméable au sujet ou à l'écriture. Et du coup, ils vont avoir une influence sur nos vies. Parce que je pense qu'on a tous en tête des romans dont on ne parle pas forcément, comme on disait hier, on peut avoir une pudeur à les évoquer, parce que justement, ce ne sont même pas forcément des romans dont on a entendu parler, qui ont eu des prix ou des choses comme ça, mais ce sont des romans qu'on garde dans un coin de notre tête parce qu'ils ont changé quelque chose, imperceptiblement ou pas. Voilà. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre dans cette histoire. C'est vrai qu'il y a toujours, on avait connu avec Le Parfum des Lébores des citations en exergue où vous aviez...
presque mis une protection comme ça autour de vos chapitres. Il y avait tous les auteurs que vous aviez convoqués presque pour vous aider à avancer. Et dans la chambre 128, vous vous mettez sous la protection de Camus, dès la page 12, qui est, je le sais, un de vos auteurs fétiches. Oui. Voilà, avec une citation tirée de la Chute. Oui. C'est ça, hein. C'était encore une manière d'appeler un auteur que vous aimez, d'appeler une je pense que oui. Je pense que voilà, j'avais ces mots-là dans la tête en pensant, voilà, parce que c'est peut-être un livre qui m'a, moi, profondément touchée. Et donc, en écrivant sur les livres qui nous ont touchés, quelque part, il y avait un petit clin d'œil. Je me souviens que vous nous avez dit aussi pour les Lébors que vous commenciez, quand vous étiez enfant, des cahiers qui commençaient par cher lecteur. Oui. C'est ça. Et là, on a une évolution parce qu'à la fin, on a un remerciement, mais vous vous adressez toujours au lecteur. Oui. Hein, sauf qu'il y a une sorte d'évolution. Et au début, vous dites à tous les romans qu'on a lus. Donc il y a toujours ce lien du roman au lecteur, mais j'ai l'impression que le lien avec l'écriture s'était encore resserré. Il y avait quelque chose d'encore plus fort. C'est-à-dire que la différence, c'est que le lien avec l'écriture, là, il était extrêmement présent, puisque tout le monde écrivait, et puis l'écriture, pour moi, c'est quelque chose de magique. Donc, il était là. Par contre, le lien avec le lecteur, il n'était pas là, parce que moi, quand ce livre est sorti, le lecteur, je ne connaissais pas. Je suis lectrice, mais le contact auteur-lecteur, je l'ai découvert après la sortie de ce livre. Donc, c'est petit à petit que c'est venu et où j'ai découvert une autre facette, c'est-à-dire le lien entre un auteur, entre un livre et un lecteur, entre un auteur et un lecteur, ce lien qui peut être des fois très, très étroit, très serré. Et ça, c'est une découverte depuis. J'ai remarqué aussi qu'il y avait plusieurs romans dans le roman, ou plusieurs écritures qui se superposaient. Donc on a le manuscrit qu'on n'a pas, que nous on ne voit pas, enfin, le manuscrit de la chambre 128. Les personnages en parlent, mais nous, on ne l'a pas dans les mains. Il y a aussi l'écriture autour de ce manuscrit. En fait, c'est un livre sur le livre. Hein. Oui. C'est le personnage central et tout fonctionne autour. Et puis, il y a aussi toute une réflexion sur l'écriture, puisque l'auteur Sylvestre, qui a écrit le manuscrit jusqu'à la page 157, nous dit qu'il est parti au départ d'un matériau autobiographique, mais 33 ans après, il n'est plus vraiment d'accord avec cette version-là, il a envie de réécrire et de changer des choses. Donc on a aussi le roman à quatre mains, on a plein comme ça de niveaux d'écriture, comme si c'était l'histoire d'un roman perdu, et en même temps c'est un roman en train de s'écrire, et le roman perdu est en train de se réécrire. Donc, il y a même trois niveaux, finalement, il y a trois romans comme ça qui sont concomitants. Et puis dans l'épilogue, il y a encore un glissement, tu verras, qui se fait, qui se fait au niveau de cette écriture entre la fin du roman, l'épilogue et voir les remerciements après. Un laboratoire de la fiction, comme ça, c'est un mélange fiction-réalité. Il y a aussi dans le roman beaucoup d'humour. Alors, par exemple, il y a des personnages cocasses, comme le serveur qui s'appelle Roméo et qui est amoureux d'une Julie, quand même. Alors ça, c'est très drôle, ce passage-là, parce que vous dites même, enfin, le personnage vous dit oh, tu vas pas le croire, sa fiancée s'appelle Julie, alors c'est très drôle. Il y a plein de personnages comme ça qui apparaissent, qui sont des clins d'œil. Le personnage de Maggie qui met pas mal d'humour dans l'histoire. Oui, même dans les surnoms qu'elle donne à Annelise, le ton est tout de suite très, très enjoué. Et il y a une sorte de virus des livres dans ce roman, c'est-à-dire que les personnages... On a encore une foule de personnages qui sont tous amoureux des livres, en fait, à leur façon, très différemment, mais voilà, ils sont tous, ils vivent par les livres, avec les livres, voilà. On a également un rapport très tendre à la nature, qu'on avait dans le livre, avec le jardin. D'ailleurs, l'auteur s'appelle Sylvestre en latin. Je recommence avec les prénoms, ça va être comme ça toute la matinée. Sylvestre, c'est l'homme des bois. Voilà. Et là, d'ailleurs, on explique, je pense que tu n'as pas passé ce passage, où Sylvestre se livre et où effectivement il parle de son prénom. Voilà. Suspense, c'est une... je m'excuse, je n'ai pas pu entrer hier soir et ce matin. J'ai pas pu aller jusqu'au bout, mais j'ai quand même plein de questions. C'est vrai que c'est l'homme des bois, il aime la solitude, il aime le calme, il aime l'oisiveté. Et puis il aime être en retrait. Et puis là, il est bousculé par une femme qui, elle, est tout le contraire, qui veut chercher l'auteur, qui veut mettre en avant, qui veut se bouger, qui veut dire mais cherchez, enfin vous ne vous rendez pas compte, votre livre perdu, quelqu'un le finit et ça ne vous intéresse pas de savoir qui. Enfin, elle le bouscule, voilà, c'est clair, elle le bouscule. Et lui, plus on le bouscule, plus il se dit de quoi je me mêle, quoi. Enfin, c'est mon histoire, c'est pas la vôtre.
Voilà, et puis après, petit à petit, il y a une évolution effectivement dans le personnage de Sylvestre aussi. Le fait que l'écriture soit, enfin que ce roman perdu soit écrit à 4 mains, qu'il soit en cours de réécriture et que les personnages autour nourrissent aussi le matériau romanesque, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut rattacher à l'étymologie du mot auteur en latin qui veut dire celui qui augmente? Parce qu'au Moyen-Âge, par exemple, la conception d'un manuscrit qu'on complète, c'est courant. L'idée de droit d'auteur n'existe pas. Ce qu'on appelle auteur, quelqu'un qui a rajouté en fait sur un manuscrit un passage. Et là c'est le cas, pour le coup, là c'est le cas, puisque effectivement la suite a été rajoutée par quelqu'un. Je ne dirai pas qui, mais voilà, la suite a été rajoutée. Donc voilà, c'était pas voulu, comme toujours Valérie va beaucoup plus loin que les auteurs eux-mêmes, mais effectivement c'est très bien, je vais me le noter dans un coin pour une éventuelle interview dans 2 ans. Je me suis interrogée aussi sur les dates, les chiffres, c'est quelque chose qui revient souvent dans ce roman-là. La première date du 25 avril 2016. C'est une date choisie au hasard? Non, c'est la date à laquelle j'ai décidé d'écrire ce livre. Et il n'y a pas cette date-là, c'est le hasard? Non, c'est parce que à ce moment-là, je me suis dit, c'est vraiment le moment où je me suis dit, bon, fais une croix sur cette histoire de ton manuscrit qui va sortir en livre, fais une croix dessus, c'était chouette comme idée, mais ça n'aura pas lieu. Donc maintenant, passe à autre chose. Et donc là, à ce moment-là, voilà, ça m'avait un peu occupé la tête quand même. Je me suis dit, bon, il faut te lancer dans un autre livre qui va te changer les idées. Et donc ce jour-là, je me suis dit, bon, voilà, pense à ton manuscrit, il est perdu, il ne sera jamais édité, ça a fait tilt, et c'est parti dans la première lettre, ce manuscrit perdu, trouvé, cette femme qui écrit, voilà. Donc, voilà, c'est vraiment... Et après, en fait, il n'y a pas vraiment de choix de date, puisqu'après, les choses se sont enchaînées au gré de la poste. Parce que c'était une période où il y avait de temps en temps des grèves en plus, au printemps. Voilà. Le roman, la première version du manuscrit par Sylvestre, à la page 157, c'est un chiffre choisi au hasard ou il y a quelque chose derrière? Non, c'est un chiffre choisi au hasard. Et Les chiffres me viennent souvent comme ça. Alors ils sont très importants sûrement, et ils sont peut-être inconsciemment liés à d'autres choses, mais au moment où je les choisis, je n'y pense pas trop. Donc je me dis, c'est comme chambre 128, on m'a plusieurs fois demandé. Pour moi, 128, ça sonnait bien. Voilà, il fallait que ce soit un nombre pas trop court, chambre 12, c'était un peu léger. Donc voilà, un nombre avec plusieurs syllabes, et il m'est venu 128. Alors peut-être que si je fouille dans mon inconscient ou si je vais voir un psychothérapeute, il va retrouver quelque part une importance à ce nom, mais je ne veux pas le savoir. En fait, voilà, je me laisse porter. Il y a des chiffres qui sortent comme ça et des nombres qui m'arrivent. Peut-être qu'ils ont de l'importance que, en tout cas, je n'ai pas envie de les changer après. Je me dis non, c'est comme ça, c'est comme ça. Et la chambre 128 renvoie une date? Oui, dans l'histoire, la chambre 128 renvoie évidemment au 12 août, mais on le sait, voilà. Le texte est égaré donc, par Sylvestre le 3 avril 1983. C'est pas une date particulière non plus. Non, on va rester sur ce nom, hein, si vous voulez bien. On verra après. On va rester sur ce nom. On se le garde pendant 2 ans. On se le garde pendant 2 ans avec l'histoire de l'auteur. Non, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a étonné. Comment quelqu'un, 33 ans après, peut se rappeler qu'il a perdu quelque chose le 3 avril 1983? C'est que pour lui, ça a une très grande importance pour le personnage du livre. Voilà. Des différentes énigmes qui sont à découvrir. J'ai retrouvé aussi donc, toute la tendresse qui vous qualifie par rapport au livre. Tout à l'heure, je parlais de cette femme qui trouve le manuscrit puis qui écrit à l'auteur. J'ai trouvé ça adorable. Je vais même vous faire un aveu, je l'ai lu. C'est presque une sorte de culpabilité honteuse d'avoir lu le livre. Elle de rentrer dans son intimité alors qu'elle n'avait pas d'autorisation. Il y a tout cet humour aussi avec le mari, vous nous l'avez dit. Alors certes, elle a besoin de lire avant de s'endormir, mais je trouve ça très drôle. Incapable de m'endormir sans avoir parcouru quelques pages, je deviens une véritable peste lorsqu'on me prive de ce plaisir. Grâce à vous, mon mari n'a pas eu à subir ma mauvaise humeur. Et elle parle souvent de son mari, et en écrivant, j'y ai pensé, puisqu'on est dans les références aux enquêteurs. Et quand j'ai lancé ce mari d'Annelise, dans ma tête, il m'est venu l'image, vous connaissez Colombo. Dans Colombo, il y a la femme de Colombo, dont on parle toujours, qui est importante, mais voilà, on y fait référence.
Mais elle est absente, mais elle est là quand même. Et là, le mari d'Annelise, voilà, quand je l'ai lancé, je me suis dit, voilà, c'est la femme de Colombo. Le rythme est assez rapide, la temporalité est très restreinte puisque la fin du roman, ça s'arrête le 31 décembre, Oui. donc tout est très resserré sur quelques mois. Et en même temps, donc c'est ça le rythme de l'enquête, c'est-à-dire on veut savoir, nous aussi on est dans l'attente finalement de la lettre suivante. Parfois vous glissez une lettre intermédiaire, par exemple une lettre on est dans la correspondance entre Annelise et Sylvestre. Donc Annelise, c'est la femme qui a trouvé le manuscrit, Sylvestre, c'est l'auteur. Puis il y a des moments, il y a une pause parce qu'on va avoir la correspondance entre Annelise et son amie Maggie, qui elle aussi a été attrapée par le virus du livre et qui veut résoudre l'énigme du manuscrit de la chambre 128. Et puis parfois, il y a des coups de théâtre aussi, comme avec les lettres de Naïma Reza, où ça va relancer l'enquête. Donc on est en alerte, on veut savoir. On est vraiment pris dans cette temporalité très resserrée et pourtant, ça renvoie toujours à quelque chose qui s'est passé avant. Oui. Il y a une rupture comme ça temporelle, comme si... Ça va vite, mais sur un temps qui est très lointain. Oui, Voilà. Et puis les personnages ont cette réflexion de se dire qu'est-ce que je serais devenue si le livre n'avait pas été perdu, ou si j'avais pu le finir, sur tous les possibles de la vie. Oui, mais ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui me touche, ça aussi. Tout ce qui, toutes ces choses qui font qu'on a pris des décisions qu'on n'aurait peut-être pas prises sans, et ce qui se serait passé si on n'avait pas pris cette décision-là. Et bon, voilà, des choses qui restent en tête, même si après on avance. Mais voilà, ça on le retrouve, je pense, on le retrouve à plusieurs endroits dans le roman. Cette idée de carrefour, selon les rencontres, selon ce qu'on lit. Pour vous, rencontrer un livre ou rencontrer une personne, c'est la même chose? Oui, moi quand je lis un livre, alors ça me fait drôle maintenant, parce que maintenant je suis censée être auteur. Mais en fait, avant, jusqu'à il y a 2 ans, quand je lisais un livre, au fond de moi, un livre qui me touchait, qui me plaisait, au fond de moi j'avais la certitude de connaître l'auteur, mieux que des gens que je voyais tous les jours ou avec lesquels je travaillais, parce que j'avais l'impression d'être allée, on en parlait hier à table, d'être allée vraiment dans son intimité, même si je parle de romans, je ne parle pas de biographie où les gens se racontent, je parle de romans, j'avais l'impression de toucher du doigt cette personne et de la connaître. Alors maintenant, évidemment, ça me fait drôle, parce que je me dis, voilà, je donne mon livre, les gens vont le prendre et le lire, et ils vont peut-être avoir cette impression, et en plus, non seulement ils vont peut-être avoir cette impression, mais elle va peut-être être vraie. C'est-à-dire que ces gens-là, finalement, me connaissent peut-être mieux que certaines personnes de ma famille qui ne m'auraient pas lu. Voilà. Et donc ça c'est curieux, mais moi c'est vraiment une impression que j'avais et que je continue à avoir quand je lis un livre. Donc rien d'étonnant ce que le livre soit le personnage principal finalement de ce roman. Page 36, il y a une expérience qui est donnée par Sylvestre. Donc isolez-vous de vos semblables, par exemple un jour où votre famille participe à une rencontre de hockey ou à un bal costumé. C'est bon à savoir. Enfin, le genre d'activité pour lesquelles vous simuleriez un violent mal de tête qui vous contraindrait à rester seul à la maison. Prenez une fenêtre qui donne sur un carré de verdure. Ça, moi j'adore cette phrase. Prenez une fenêtre. Comme si on la faisait apparaître dans notre imagination. Ou si vous êtes désespérément cerné de béton, choisissez un arbre jaillissant d'un trottoir. Installez-vous à votre convenance, dans une chaise longue, assise en tailleur sur un meuble, adossé à un mur de votre balcon, que sais-je, et observez. Commencez par contempler le tronc comme la réalisation magnifique d'un sculpteur génial et méconnu, puis tout doucement, laissez vos yeux monter le long des branches jusqu'à atteindre la plus haute brindille qu'il vous soit permis de distinguer. Est-ce que ça, c'est une recette d'écriture? Oui, sans rien doute. Là, on retrouve le parc, l'élément du parfum. Oui, ça, c'est une recette, c'est que j'ai besoin d'une fenêtre qui donne sur du verre. Voilà. Donc, chez moi, quand j'écris, je suis à l'étage, dans mon bureau, porte fermée, tout silence, porte fermée, personne. Fenêtre fermée pour ne pas entendre les gens dans la rue. Mais par contre, souvent, mon ordinateur est là. La fenêtre est là et il y a des toits de maison, mais derrière, il y a des très grands arbres. Et je vois, et quand je suis en train d'écrire, très fréquemment, je me tourne vers cette fenêtre et je regarde les arbres. Et là, voilà, en regardant les arbres, j'ai l'impression que la suite vient et
j'ai besoin, voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin des arbres, ouais, et de cette verdure. Merci beaucoup, je pense que c'est l'heure.